Dans cette deuxième partie, je vous propose de regarder ensemble comment représenter la vitesse sur une image, une photo, un dessin, peu importe, et surtout après, comment calculer la valeur de cette vitesse ou la lire sur un graphique. Alors première étape, avant de faire le moindre calcul ou la moindre lecture graphique, euh, quel outil pourrait-on utiliser pour dessiner, représenter de manière visuelle la vitesse sur un dessin? Alors, on ne va pas jouer à la devinette longtemps, hein, je vais amener tout ou partie de la solution. Eh bien, c'est très simple. Pour représenter la vitesse, on va simplement dessiner une flèche. Alors cette flèche, elle aura un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elle a forcément, on voit tout de suite, la même direction, ici horizontale, et le même sens vers la droite que la vitesse. Alors on définira toujours deux choses hein, pour commencer. D'abord la direction. La direction, c'est le mot qui correspond finalement au fait qu'elle soit horizontale, verticale ou oblique. Ça suffit pour définir la direction, ces trois mots nous suffiront. Le sens, c'est vers où? Est-ce que c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite? Donc dans notre cas, on fait une flèche horizontale, puisque la voiture roule horizontalement, vers la droite. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Cette flèche nous donne une bonne indication, déjà vers où roule la voiture, mais soyons honnêtes, on aurait pu s'en douter même sans la flèche. Alors, pour que la flèche nous apporte quelque chose de plus, eh bien, on va lui rajouter une caractéristique. Comment faire pour que cette flèche nous indique bien la valeur de la vitesse? La vitesse de la voiture est de 45 km/h. Comment est-ce que je pourrais le voir sur cette flèche? Alors, cette flèche n'est pas une simple flèche, c'est un outil que vous verrez en mathématiques un petit peu plus tard, que l'on appelle vecteur. En physique-chimie, en l'occurrence en physique en classe de 4e, et même en 3e, nous n'avons pas besoin de toutes les propriétés mathématiques du vecteur, et donc nous pouvons considérer cet outil comme une simple flèche pour commencer. Donc, comment faire pour que ce vecteur, pour que cette flèche nous indique la valeur de la vitesse 45 km/h? Eh bien, la réponse est très simple, il suffit de poser une échelle. Alors cette échelle, chacun peut la choisir au moment où il fera sa représentation. Je vous propose dans notre cas de prendre 1 cm représente 10 km/h. Quelle longueur va-t-on devoir donner à la flèche pour qu'elle représente 45 km/h? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et si vous en faut davantage, je vous invite à mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir, de penser à la solution. Encore une fois, jouez le jeu, essayez de réfléchir, essayez de vous donner une réponse, faites pause tant que vous n'avez pas une réponse à proposer. Alors j'espère que bon nombre d'entre vous ont déjà trouvé un élément de réponse. C'est bien sûr une simple histoire de proportionnalité. Donc je vais vous donner la réponse tout de suite et puis on va voir pour ceux qui auraient eu du mal ou qui ne comprendraient pas comment on a trouvé cette valeur, quel est le raisonnement à suivre. Eh bien il faut une flèche tout simplement de 4,5 cm. Alors pourquoi? C'est facile, hein, 1 cm représente 10 km/h, donc si on continue comme ça, 2 cm représente 20 km/h. Je vous rappelle qu'une échelle c'est une proportionnalité. 3 cm représenteront donc 30 km/h. Chaque grandeur, donc la distance de la longueur de la flèche en centimètres est proportionnelle à la vitesse. Donc on continue, 3 cm pour 30 km, 4 cm très logiquement c'est 40 km et il nous faut encore ajouter 5 km/h. Donc on ne peut pas rajouter un centimètre entier bien sûr, c'est un demi-centimètre que l'on va rajouter, 4,5 cm vont représenter 45 km/h. Donc il va donc vous falloir dessiner une flèche horizontale vers la droite de longueur 4,5 cm, bien sûr en précisant l'échelle, puisque cette longueur est liée directement à l'échelle que nous avons choisie. 1 cm représente 10 km/h. Vous remarquez qu'au-dessus de la flèche, j'ai rajouté un V, lui-même avec une petite flèche au-dessus. Eh bien, c'est la notation de ce fameux outil que l'on nomme vecteur en mathématiques, pour indiquer d'abord qu'on représente une vitesse et pas autre chose, car vous verrez en troisième qu'on utilise le même outil pour représenter des forces. Donc pour bien indiquer que ce qu'on représente ici, ce n'est pas une force exercée sur la voiture, mais c'est bien la vitesse de la voiture, c'est pas du tout la même chose, eh bien on va noter la lettre V, et comme l'outil mathématique utilisé, c'est-à-dire la flèche d'un vecteur, on met une flèche au-dessus du V. Et donc la notation à retenir, c'est celle-ci, une flèche horizontale vers la droite de 4,5 cm de longueur, que l'on appelle V, avec une flèche dessus, pour dire vecteur. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris dans la représentation de la vitesse. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Donc, à noter maintenant, de la même façon que je vous avais demandé dans la première partie de la vidéo d'avoir votre cahier à portée de main, il va falloir l'avoir également maintenant à portée de main, avec tous les outils nécessaires pour le compléter. Et je vous demande, à la suite de ce que vous avez déjà noté dans la première partie, on est toujours dans la séquence 5, c'est simplement la suite de la séquence 5, eh bien, vous allez me noter la chose suivante, donc le titre bien sûr, souligné, comment représenter la vitesse, et j'aimerais que vous me notiez l'exemple. Alors je ne vous donne pas de feuille à coller avec une petite voiture, parce que là c'est un petit peu compliqué vu les circonstances. On va simplement représenter un carré, qu'on va appeler un objet qui se déplace. Vous me notez bien sûr donc la flèche qui part vers la droite, qui fait réellement 4,5 cm de bout en bout, c'est-à-dire que si on prend la règle et que l'on mesure d'une extrémité le bout de la flèche jusqu'à la pointe de la flèche, ça doit faire 4,5 cm. Attention, ne faites pas un trait de 4,5 cm que vous allez ensuite me rallonger en mettant le bout de la flèche un petit peu plus loin. C'est l'intégralité d'extrémité à extrémité qui fait 4,5 cm. Donc vous réalisez cette flèche à la règle, 4,5 cm précisément, surmonté d'un V, lui-même surmonté d'une petite flèche. Vous notez l'échelle, vous notez tout ce qu'il y a devant vous, le dessin, ce qu'il y a en rouge, ce qu'il y a en noir, et je vous invite alors maintenant à mettre la vidéo en pause, le temps de noter tout cela, et nous nous retrouvons pour la suite dans quelques secondes. Pour représenter une vitesse, la seule difficulté sera donc de connaître la valeur de la vitesse. Comment allons-nous accéder à cette donnée? Donc cas idéal, vous avez un exercice et on vous donne tout de suite la valeur de la vitesse, tel que c'était le cas dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Ce ne sera malheureusement pas toujours le cas. Donc il y a plusieurs manières d'accéder à la vitesse. On ne va pas pouvoir faire tous les cas de figure, mais on va essayer de passer en revue quand même les deux cas les plus fréquents que vous allez rencontrer. Alors le premier, vous le connaissez, il ne date pas d'aujourd'hui, eh bien c'est simplement d'utiliser la formule vitesse égale distance sur temps. On en a d'ailleurs vu un exemple dans le travail que je vous ai donné la semaine passée, lorsque je vous demandais de calculer la distance entre la Terre et la Lune à partir du temps de trajet aller-retour du faisceau laser qui va sur la Lune, qui pour se réfléchir sur un miroir et revenir sur Terre. Alors, on va donc appliquer cette formule, vitesse égale distance sur temps, à savoir que la vitesse se calcule en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. On n'utilisera pas d'unité hybride avec des kilomètres par minute ou alors éventuellement des kilomètres par seconde, on trouvera, mais ce sera toujours par seconde ou par heure. On n'utilise pas des unités en par minute, qui sous-entend, vous allez voir très vite, qu'il va falloir être capable de convertir un certain nombre de grandeurs, en l'occurrence les secondes ou les heures en minutes et surtout inversement les minutes en secondes ou en heures. Je vous laisse à nouveau mettre la vidéo en pause et je vous demande de noter le titre et bien sûr tout ce qu'il y a en rouge, la formule à connaître par cœur, même si vous la connaissez déjà, renotons-la afin d'être sûr que chacun la connaisse. Donc je vous propose maintenant de mettre la vidéo en pause et de noter ce qu'il y a devant vous. Ceci étant fait, nous allons maintenant essayer de voir à travers deux exemples simples comment calculer une vitesse. Donc là encore, je vous demanderai tout à l'heure de noter les exemples, c'est important parce qu'ils vont vous permettre d'ancrer en vous un certain raisonnement, un certain cheminement que vous devrez être capable de refaire dans d'autres cas de figure. Alors, on prend le plus simple, un sprinter court 100 mètres en 9,5 secondes, quelle est sa vitesse? Pourquoi c'est le cas le plus simple? Parce qu'il n'y a absolument aucune conversion à faire, on a déjà la vitesse en mètres, on a déjà le temps en secondes. La seule compétence que vous devez posséder ici, c'est d'être capable de comprendre que la lettre D correspond à la distance, donc à 100 mètres, et que la lettre T correspond à 9,5 secondes. Quelle est la vitesse? C'est donc la lettre V que l'on cherche. Il suffit de remplacer. Remplaçons la lettre D par 100, la lettre T par 9,5. Le résultat, 10,5 mètres par seconde. Là encore, je vous demande de mettre la vidéo en pause et de reporter cet écran dans votre cahier à titre d'exemple. Un deuxième exemple maintenant, un petit peu moins simple, juste à cause des unités choisies. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps, on l'a vu dans l'exemple précédent. Il faut donc attribuer maintenant à D et à T les bonnes valeurs. La difficulté, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des kilomètres ou des mètres sans souci, par contre, pas les minutes. L'usage veut qu'on n'utilise pas les minutes, ce seront des heures ou des secondes. Vous allez donc devoir être capable de convertir les kilomètres en mètres s'il fallait exprimer des mètres par seconde, ce n'est pas obligatoire. Par contre,
vous allez devoir être capable de convertir les 25 minutes en secondes ou en heures en fonction de l'unité finale recherchée. Et ça, ce sera obligatoire. Alors pour les conversions, rien de très difficile. La première, 35 km, c'est égal à 35 000 mètres. Je ne m'attarde pas sur cette conversion, je la considère comme acquise pour vous, on en a fait suffisamment. Si aujourd'hui ça n'est toujours pas, à vous d'aller voir en ligne, vous pouvez trouver sans le moindre souci bon nombre d'outils, d'exercices, d'entraînement qui vous expliqueront comment on fait ça. Pour rappel, hein, je vous dis juste 1 km, c'est 1000 mètres, donc pour convertir les kilomètres en mètres, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite, ce qui revient à multiplier par 1000. À vous de vous entraîner si ce n'est pas au point. Pour le reste maintenant, pour convertir des minutes en secondes. Alors, il faut juste savoir une chose. Vous devez savoir par cœur que 1 minute est égale à 60 secondes. Si vous savez ça, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Puisque si 1 minute est égale à 60 secondes, ça veut dire que pour passer de minute à seconde, vous le voyez devant vous, c'est en rouge, on multiplie par 60. 1 fois 60, c'est égal à 60. Et bien, ce qui est valable pour 1 minute, ça l'est forcément aussi pour 25 minutes. Donc, pour convertir à 25 minutes, eh bien, on écrira 25 fois 60 égale 1500 secondes. On est donc en mesure maintenant de calculer la vitesse en mètres par seconde. Imaginons que nous souhaitions également le faire en kilomètres par heure. Alors, on va voir simplement comment convertir les minutes en heures. Vous allez voir, ce n'est pas plus difficile. Là encore, une correspondance à connaître. 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, 60 minutes égale 1 heure. Vous voyez devant vous, en rouge, c'est écrit. Pour passer de minutes à heure, on divise par 60. 60 divisé par 60, forcément, ça fait 1. Donc la conversion de 60 minutes à 1 heure se fait en divisant par 60. Et bien, ce qui est valable pour 60 minutes, c'est forcément également valable pour 25 minutes. Donc la conversion de 25 minutes en heure revient à faire 25, à calculer 25 divisé par 60 égale 0,42 heures. Le reste n'est plus qu'une question de remplacement de variables dans la formule. C'est extrêmement simple. Alors, si on voulait faire le calcul pour commencer en kilomètres par heure, allons-y. Eh bien, une voiture parcourt 35 km en 25 minutes. Je vous rappelle tout en bas ici que 25 minutes, c'est 0,42 heures. Il suffit de remplacer distance 35 km, temps 0,42 heures. Eh bien, on obtient 83,3 km par heure. Je vous propose de mettre la vidéo en pause quelques secondes, le temps de recopier l'exemple qui est devant vous, et avant de passer au second calcul, en mètres par seconde. Mettez la vidéo en pause. Si maintenant, parce qu'on souhaite ou parce qu'on nous le demande, nous désirons calculer le résultat en mètres par seconde, vous l'aurez compris, il faut exprimer la distance en mètres et le temps en secondes. 35 km, nous l'avons converti tout à l'heure, c'est égal à 35 000 mètres. Nous remplaçons donc D par 35 000. Quant au temps, là encore, nous avons fait la conversion tout à l'heure. Hein, le temps, c'était 25 minutes. Vous avez le rappel en bas. Je vous rappelle que 25 minutes, c'est 25 fois 60, 1500 secondes. Eh bien, on remplace le temps par 1500 secondes, ce qui nous donne 23,3 mètres par seconde. Bien entendu, les deux valeurs sont les mêmes. 83,3 km par heure est environ égal à 23,3 mètres par seconde aux arrondis près. Nous verrons plus tard, en troisième, on peut déjà en parler rapidement oralement, que pour convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Ce n'est pas à retenir pour l'instant. Je vous laisse mettre la vidéo à présent en pause, quelques secondes, le temps de noter cet autre exemple avant de noter ce qu'il y a à retenir. Toujours dans votre cahier, à la suite de l'exemple que vous venez de noter, j'aimerais que vous notiez ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire les conversions d'heures en minutes en secondes, vous l'aurez compris. Donc, dans un sens, on multiplie par 60 à chaque étape, et dans l'autre sens, bien sûr, on divise par 60 à chaque étape. Je vous laisse noter cela, mettez la vidéo en pause, à retenir en rouge. Pour finir, et même si ce n'est qu'un rappel, je vous demande de noter cette dernière conversion à retenir. Je vous rappelle que pour passer de kilomètres en mètres, eh bien, on multiplie par 1000 pour aller des kilomètres vers les mètres et on divise par 1000 dans l'autre sens. Là encore, mettez la vidéo en pause, le temps de noter ceci avant de passer à la suite. Une autre méthode pour accéder aux données de la vitesse
tant sur sa variation, c'est-à-dire savoir si on a un mouvement accéléré, ralenti ou uniforme, que la donnée de la valeur elle-même de la vitesse, consiste à utiliser la lecture graphique. Alors pour bien comprendre la lecture graphique, il peut y avoir bien sûr beaucoup de cas différents, mais je vous propose de partir sur deux exemples concrets. Le premier cas, on va regarder ensemble un mouvement uniforme, la chute d'un cône en papier, à travers une animation qui va à la fois nous chronophotographier la chute du cône en papier et nous mettre le graphique à côté. On verra toutes les informations qu'on peut tirer de cette animation. Et la seconde partie, en réalité la même animation, mais cette fois-ci c'est une bille qui va tomber et on aura un mouvement accéléré. Je vous présente tout de suite ces deux animations et on se retrouve dans la foulée pour les exploiter. Nous allons observer deux mouvements différents, un mouvement de chute d'un cône en papier qui sera un mouvement rectiligne uniforme et puis derrière un mouvement accéléré en prenant une bille. Alors l'avantage du cône en papier, il va fonctionner comme un parachute, c'est-à-dire que très vite il va atteindre une vitesse limite qu'il ne dépassera plus. Pour repérer ce mouvement, on utilise un capteur ultrasonique. Alors évidemment, on est là dans une animation, mais on utilise un capteur ultrason qui sera capable de nous donner la distance par rapport au capteur en fonction du temps. Elle sera affichée sur le graphique du haut et sur le graphique du bas, la vitesse sera calculée automatiquement, la vitesse de chute. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on voit bien qu'à mesure que je rapproche le cône en papier du capteur en haut, la distance au capteur diminue. C'est le point rouge qui se trouve sur le graphique du haut. Vous voyez que le point rouge se rapproche du zéro. Bien sûr, le zéro, c'est quand la distance est nulle entre le capteur et le cône en papier. On va donc lâcher le cône en papier qui va tout doucement descendre et on va repérer alors sa position par rapport au temps. Je vais donc lâcher le cône en papier et nous allons observer sa distance par rapport au temps et la vitesse qui sera calculée en même temps. Exactement sur le même principe que l'animation précédente, on va cette fois lâcher une balle. La différence entre la balle et le cône de papier est bien sûr que la balle ne va pas atteindre aussi rapidement cette vitesse limite, elle ne va pas se comporter comme un parachute, mais continuer à accélérer. Je vous propose de lâcher la balle et de regarder tout de suite ce que cela donne au niveau des deux graphiques et de la chronophotographie. Voyons maintenant l'ensemble des informations que l'on va pouvoir tirer de ces graphiques et de ces animations. Alors, commençons par la première, le cône en papier qui tombe. En regardant d'abord la chronophotographie. Alors, qu'est-ce qu'on observe? En regardant cette chronophotographie, vous voyez que au départ, les positions sont plutôt ici resserrées, elles s'écartent. Ça veut dire que le cône en papier est en train d'accélérer puisque les images sont fixées à un intervalle de temps régulier. Donc au début, il parcourt une toute petite distance, une distance un peu plus grande, mais finalement très vite, on arrive à un écart tout à fait régulier, ce qui est la signification d'un mouvement uniforme. Voilà ce que nous amène la chronophotographie. Donc petite accélération au début, et puis très vite, vitesse limite atteinte, mouvement uniforme. Alors, en quoi on va pouvoir lier tout ça au graphique qui est juste à côté. Je vous propose déjà de regarder le graphique du haut. Alors dans chacune des deux animations, ce sera la même chose, nous aurons deux graphiques. Le premier nous donne la distance en fonction du temps. C'est celui du haut. Celui juste en dessous, on y reviendra dans quelques secondes, nous donne la vitesse en fonction du temps. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, pour bien comprendre cette histoire d'uniformité de vitesse sur un graphique, je vous invite à regarder la distance parcourue pendant 0,1 seconde. Alors évidemment, je me suis placé pas au tout début du graphique pour que la vitesse soit déjà uniforme. Et regardons entre 0,2 et 0,3 secondes la distance parcourue. Alors horizontalement, on va lire le temps. Et vous l'aurez compris, l'axe vertical, c'est la distance. Donc la distance parcourue pendant les 0,3 premières secondes, eh bien la voilà. Elle est représentée ici par le petit trait rouge. D'accord? Alors peu importe la valeur, on pourrait la lire, l'approximer, c'est grosso modo 0,15 je pense mètres, mais peu importe. Ce qui compte c'est de regarder la taille de ce petit trait qui correspond à la distance parcourue pendant 0,1 seconde, entre 0,2 et 0,3. Et maintenant voyons pendant les 0,1 secondes suivantes, donc c'est le trait vert suivant, quelle est la distance parcourue. Donc il faut regarder en rouge de combien on doit remonter. Eh bien si on regarde, on a parcouru exactement la même distance que pendant les 0,1 seconde précédentes. Et on peut continuer ainsi sur les 0,1 secondes suivantes. Vous voyez que quel que soit le temps que l'on considère, pendant 0,1 seconde,
lu horizontalement, on voit que la distance parcourue, qu'on lit verticalement, est toujours la même. Les traits rouges ont tous la même taille. D'accord ? Parallèlement, donc ça c'est ce qui nous permet de repérer le fait qu'on ait un mouvement uniforme, une vitesse constante. Donc vous voyez qu'une vitesse constante, ça se traduit par une droite lorsqu'on représente la distance en fonction du temps. Beaucoup plus simple à interpréter, cette fois-ci, la notion de vitesse, quand on regarde le graphique du bas, vitesse en fonction du temps. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Regardez, on part de 0. C'est normal, au début, le cône n'a pas de vitesse. Et puis, pendant un très court instant, on va dire moins de 0,2 secondes, il accélère jusqu'à atteindre une vitesse, et vous voyez qu'ensuite la droite est horizontale, ça veut dire que la valeur de la vitesse ne bouge plus. On pourrait l'estimer ici entre, je dirais, 2,6 et 2,7 mètres par seconde, hein, puisqu'on est à 2, le trait du milieu c'est 2,5, en haut c'est 3, donc on se stabilise autour de 2,6, 2,7 mètres par seconde. Et ça bouge plus, ça bouge plus, ça bouge plus, bien sûr, jusqu'à l'impact au sol, où là la vitesse chute brutalement. Donc, quand le graphique monte, c'est que la vitesse augmente. Quand le graphique descend, c'est que la vitesse diminue. Et quand le graphique est horizontal, c'est que la vitesse reste constante. Donc ici, si on nous demandait de le faire, on peut faire une lecture de la vitesse. Si je vous demandais par exemple la vitesse à 0,3 secondes, eh bien, il suffirait de faire une projection. On l'a dit tout à l'heure, je dirais autour de 2,6, 2,7 mètres par seconde. Et si je vous demandais la même valeur pour 0,5 mètres par seconde, eh bien vous voyez, en projetant, on tombe exactement sur la même valeur. La vitesse n'a pas évolué entre 0,3 et 0,5 secondes. Le mouvement est donc uniforme. Donc on a tiré des informations de la chronophotographie, on sait qu'on a un mouvement accéléré, accéléré de manière très courte au départ, puis uniforme. On le voit ici sur le graphique de la distance, puisqu'ensuite, passé les 0,1, 0,2 premières secondes, on a une droite, ce qui veut dire qu'on parcourt toujours des mêmes distances pendant des mêmes durées. Et puis sur le graphique de vitesse, c'est encore plus facile, puisque quand le graphique de vitesse est horizontal, c'est que la vitesse est constante. Je vous propose à présent de regarder l'animation suivante. Alors l'animation suivante, c'est exactement le même principe de lecture, vous allez voir, ce n'est pas plus difficile, simplement on a un mouvement différent. Alors le mouvement reste rectiligne, hein, puisque c'est un objet qui tombe, mais on voit très bien ici que les écarts entre les positions successives de la balle ne cessent d'augmenter sur la chronophotographie. Ça veut donc dire que la balle jusqu'au bout va de plus en plus vite. Et on voit par quoi ça se traduit ici sur la courbe. Vous voyez qu'on n'a plus une droite, on a une courbe qui est croissante et c'est assez facile à comprendre. On va faire exactement la même lecture que tout à l'heure et se poser la question en un certain temps, grosso modo 0,1 seconde, donc j'ai récupéré exactement les mêmes tracés que tout à l'heure, hein. Voyons pendant 0,1 seconde la hauteur, pardon, la distance de laquelle la balle s'est déplacée. Ce sera représenté par le trait rouge. Pendant les 0,1 secondes suivantes, vous voyez déjà venir les choses. La distance parcourue, on voit bien, hein, la distance parcourue, c'est la distance entre le point actuel, c'est-à-dire 0,15 mètres environ, et puis la courbe qu'il faut rejoindre, elle est bien plus importante, puisque voilà le trait rouge qui a la même taille que le précédent, vous voyez qu'il en manque. Je parcours donc une distance plus grande. Donc dans la même durée, le temps du trait vert, j'ai parcouru une distance plus grande, puisque j'ai le trait rouge plus le trait bleu. Et je continue comme ça, hein, sur la diapo suivante. Voyons un petit peu, dans la même durée cette fois-ci, de combien nous sommes-nous déplacés. Pendant les 0,1 seconde suivantes, si nous nous étions déplacés de la même distance, le trait rouge plus le trait bleu suffirait à rejoindre la courbe. Et on voit que ça ne suffit pas, puisque je suis obligé de rajouter encore un petit peu de longueur, ici avec un trait jaune. Donc on le voit clairement, hein, pendant les 0,1 première seconde, j'ai ici parcouru la distance qui correspond au petit trait rouge. Pendant les 0,1 secondes suivantes, j'ai parcouru une distance plus grande, puisque j'ai trait rouge plus trait bleu, et pendant les 0,1 secondes suivantes, j'ai une distance encore plus grande, puisqu'il m'a fallu encore additionner le trait jaune, ce qui explique que la courbe, au lieu d'être une droite, est une courbe qui tend de plus en plus rapidement, qui est de plus en plus rapidement croissante vers le haut. On voit donc ici que c'est un mouvement accéléré, ça correspond bien à la chronophotographie. Dans le deuxième cas, la lecture va être beaucoup plus simple, puisque, encore une fois, si je reviens au graphique de la vitesse, eh bien,
il suffit de regarder ici. Vous voyez que la vitesse est croissante, elle augmente à mesure que le temps augmente, la vitesse augmente. Par exemple, à 0,1 seconde, hein, si on prend la valeur ici pour 0,1 seconde, eh bien il faut considérer ce point-là, je suis en train de dessiner dessus, la vitesse est de 1 mètre par seconde. Au bout de 0,2 secondes, il s'agit de ce point-là, on a la lecture de la vitesse, hein, je vous disais qu'on pourrait accéder à la valeur, c'est facile sur ces graphiques. Au bout de 0,2 secondes, eh bien, on est à 2 mètres par seconde, etc. etc. Eh bien, si vous avez compris ces deux choses-là, vous avez compris sans problème la lecture graphique. Alors, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, la lecture du graphique distance sur temps n'est pas forcément évidente pour voir si le mouvement est accéléré ou pas. Donc on y reviendra. La priorité pour moi, c'est que vous ayez tous sans exception bien compris le graphique du bas, c'est-à-dire celui avec la vitesse, de voir si la vitesse augmente, diminue ou est ralentie. Si vous arrivez également à faire celui du haut, c'est d'autant mieux. Alors je vous propose maintenant de mettre tout ça par écrit dans le cahier, histoire d'essayer de retenir les choses et de finaliser cette séquence. Donc partie leçon, vous allez donc ouvrir vos cahiers partie leçon et voilà ce que nous allons y reporter. Alors avant de noter, cherchez bien à comprendre ce qu'on va écrire. On va aborder les deux types de graphiques, distance en fonction du temps et vitesse en fonction du temps. Sur la page actuelle, bien sûr, ce sont les distances parcourues en fonction du temps. Alors il vous faudra recopier ces graphiques, il n'y a pas le choix, c'est pas bien long, hein, ce sont des graphiques sommaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce premier graphique, le premier pour moi c'est celui de gauche. Si vous regardez, alors on a marqué les temps parcourus, alors il n'y a pas d'unité, ce sont des graphiques de principe, hein, il n'y a pas le temps, on ne sait pas si ce sont des secondes, des minutes, les distances, on ne sait pas non plus vraiment à quoi ça correspond, mais ce n'est pas très important ici. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est que dans des mêmes temps, on va parcourir toujours des mêmes distances, puisque c'est gradué de 10 en 10, hein, on passe de 10, 20, 30, 40, mais regardez la distance parcourue à chaque fois, c'est toujours la même. Et bien comme on parcourt des mêmes distances verticalement, vous voyez bien la distance marquée, c'est toujours la même dans des temps égaux, et bien on a affaire ici à un mouvement uniforme. Dans le graphique juste à côté, donc n'écrivez rien pour l'instant, hein, je vous proposerai de mettre la vidéo en pause le temps de noter tout à l'heure. Dans le graphique juste à côté, vous voyez que la graduation horizontale reste la même, 10, 20, 30, 40, donc c'est gradué de 10 en 10, mais vous voyez qu'à chaque fois, dans le même temps, on parcourt des distances de moins en moins grandes. Alors imaginons que ce soit des secondes, dans les 10 premières secondes, voilà la distance qu'on parcourt, mais dans les 10 secondes suivantes, c'est une distance plus petite, dans les 10 secondes suivantes, encore plus petite, et pour finir, encore plus petite. C'est donc un mouvement ralenti. Pour terminer, vous en doutez, le dernier graphique, eh bien regardez, c'est une courbe qui accélère de plus en plus vite, qui est de plus en plus croissante, on appelle ça une courbe de plus en plus croissante. Eh bien, pendant les 10 premières secondes, elle fait une distance toute petite, mais pendant les 10 secondes suivantes, la distance parcourue est déjà un peu plus grande, puis les 10 secondes suivantes encore plus grande, puis la 10 secondes suivante encore plus grande. C'est donc clairement un mouvement accéléré. Je vous propose maintenant de mettre cette vidéo en pause et de recopier l'intégralité de l'écran, les titres bien entendu qui sont ici en rouge, vous recopiez les graphiques et les définitions pour chacun des graphiques. On se retrouve dès que vous avez terminé. Pour finir, nous allons noter tout ce qui est relatif au dernier type de graphique, c'est-à-dire un graphique de la vitesse en fonction du temps. Alors je vous donne un exemple ici hein, pour que les choses soient claires. Et là encore, je vais vous demander de recopier ce graphique à main levée. Enfin à main levée, à la règle bien entendu malgré tout, règle crayon, mais vous n'avez pas besoin de faire preuve d'une grande précision. Et on va regarder les informations qu'on peut tirer du graphique sur la vitesse. Alors regardons ici entre A et B. Qu'est-ce qu'on voit entre A et B, donc entre 0 et 6 minutes? Eh bien la vitesse, on la lit ici, elle est nulle. Donc ça va correspondre à un mouvement immobile. En réalité, il n'y a pas de mouvement. La voiture, puisqu'on parle d'une voiture, est immobile. Au bout de 6 minutes, eh bien, on voit que la vitesse augmente. Elle passe de 0 à on va dire environ 80-90 km par heure. Donc sur cette phase-là, le mouvement est clairement accéléré. Et puis entre C et D, on voit que la vitesse n'évolue plus.
elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, la droite est horizontale. On va donc parler de mouvement uniforme. Sur DE, je vous laisse deviner, essayer de trouver le mot que l'on va mettre dessus. Alors sur DE, la courbe décroît, ça diminue, la vitesse diminue. On va donc parler de mouvement ralenti. Et puis entre E et F, c'est un cas de figure qu'on a déjà eu, c'est de nouveau horizontal, comme entre C et D. Donc à nouveau un mouvement, essayez de trouver le bon mot, uniforme. Et puis la vitesse diminue encore pour revenir à 0. On va donc parler d'un mouvement ralenti. Là encore, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de recopier l'intégralité de ce que vous avez à l'écran, et la leçon sera terminée avec ceci. Je vous donnerai très rapidement des exercices pour qu'on puisse envisager une petite évaluation. Sur tout ça, bon courage à tous et à bientôt.